Pierre Juston, Oui, pardonnez-moi. Bonjour à vous, administrateur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Le débat sur la fin de vie, l'éventuelle légalisation d'une aide active à mourir. En tout cas, c'est ce qu'avait envisagé Emmanuel Macron. On va en parler avec vous dans un instant, mais revenons d'abord sur cette nouvelle qui a fait grand bruit. Ça s'est passé cette semaine. Le Conseil constitutionnel répondait à une question prioritaire de constitutionnalité. C'était une équipe de soignants qui demandait l'avis des sages, justement. Est-ce que des médecins, est-ce que le corps médical a le droit de déroger aux directives anticipées prises par un malade? La réponse des sages est oui. Ce qui signifie que si moi, je rédige des directives anticipées en disant je veux quoi qu'il arrive être maintenu en vie, malgré tout, le corps médical a le droit de décider de mettre fin, par exemple, à toutes les aides, à tout ce qui me maintenait en vie. C'est ce qui s'est passé. Quelle est votre réaction ? Écoutez, alors simplement, la décision du Conseil constitutionnel elle est un peu plus compliquée. Bien sûr, vous avez raison de dire que le Conseil constitutionnel nous dit oui et nous répond oui à cette question prioritaire de constitutionnalité. Mais il nous répond oui avec un certain nombre de gages. Et il y a un point qui est assez important, c'est notamment qu'il exprime très bien qu'il ne va pas se substituer au législateur. C'est-à-dire qu'ici, dans la formule du Conseil constitutionnel, on nous explique bien que il revient sans doute au législateur de faire évoluer la loi. En tout cas, moi, je le décode de cette manière. Et que dans le cadre de la loi Claeys-Leonetti, donc la loi qui encadre aujourd'hui la celle qui est en vigueur. Exactement. Les directives anticipées, elles peuvent ne pas être suivies par le médecin. Et c'est ce que nous dénonçons depuis un certain nombre d'années au sein de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Nous disons simplement, nous, que c'est le libre choix de l'individu qui doit primer, que c'est le patient qui doit pouvoir décider pour lui-même, que ça aille dans un sens ou dans un autre. Donc évidemment, nous militons pour qu'il puisse y avoir le suicide assisté, personne en fin de vie, et la question de l'euthanasie de la même manière, pour les personnes qui le choisissent, lorsqu'elles sont en fin de vie, qu'elles sont en grande souffrance avec une maladie incurable, mais que c'est à elles de choisir, et notamment par le biais de directives anticipées. Et donc ces directives anticipées, qu'elles aillent dans ce sens-là ou qu'elles aillent dans un autre sens, c'est-à-dire là pour le cas d'espèce, c'était ça, la personne voulait coûte que coûte pouvoir être maintenue en vie. Être maintenue en vie exactement, eh bien ces directives anticipées également à cette personne ne sont pas respectées, ce qui montre bien qu'il faut évoluer sur le cadre législatif de la loi Claeys-Leonetti, puisque même pour ces personnes-là, eh bien, leurs volontés ne sont pas respectées. Alors, c'est un petit peu un front renversé aujourd'hui parce qu'il arrive que le corps médical se voit reprocher ce qu'on appelle un acharnement médical. Là, c'était tout le contraire. C'est-à-dire que c'était celui qui, malheureusement pour lui, pour son plus grand malheur, était dans le coma depuis le mois de mai après un accident de moto. Son état était jugé désespéré, mais il avait effectivement rédigé des directives anticipées en demandant à être maintenu en vie. Comment se passe la rédaction de ces directives anticipées ? Comment on fait pour écrire la manière dont on voudrait être traité plus tard s'il nous arrivait malheur ? Ce qui est important, c'est que lorsqu'on rédige ces directives anticipées, on ne le fasse pas sur un coin de table, sans y réfléchir de manière intense et profonde. On parle quand même de notre propre finitude. Exactement. Et effectivement, donc c'est une réflexion qui est profonde, qui permet par ailleurs, et nous le disons souvent dans l'association, de mieux vivre après. En tous les cas, une fois qu'on a plus ou moins réglé ce problème, qu'on a plus ou moins réfléchi à cette question de manière intense. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est de partager ces directives anticipées, de les partager avec son médecin traitant, ce qui était le cas, je crois, de l'individu ici, mais de le partager avec sa famille, d'en discuter avec ses proches et d'en discuter évidemment avec les soignants qui peuvent nous suivre au long cours. C'est un point qui me semble important. C'est aussi important que la rédaction de son testament, en quelque sorte. D'une certaine manière, effectivement, on peut faire les deux en même temps. Il y a des gens qui font les deux en même temps. Oui. Ce qui est important, c'est effectivement de ne pas tabouiser la mort, de ne pas se dire que la mort n'arrivera pas. Malheureusement, je suis désolé si j'apprends à certains de vos auditeurs. La mort va tous nous toucher à un moment donné. Ce n'est pas une réflexion morbide, c'est une réflexion qui commence dans tout cheminement, quel qu'il soit d'ailleurs, spirituel, philosophique. Et c'est un cheminement qu'il faut faire une fois que, en tous les cas, on est capable de le faire. Quand on n'est plus capable de le faire, malheureusement, on n'est plus capable de le faire, donc on ne le fait plus. Et donc on n'a plus de directive anticipée. Et nos proches, s'il nous arrive malheur, se retrouvent un peu démunis et ne savent pas ce que nous voulions ou ce que nous ne voulions pas lorsque nous arrivons en fin de vie suite à un accident comme le cas ici ou autre chose. Dernière question, et elle est importante parce qu'on sera amené à se reparler cette année très probablement et de plus en plus souvent. C'était la volonté d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui a relancé il y a plus d'un mois le débat sur son projet de légaliser une aide active à mourir. Concertation à tous les étages avec les responsables religieux, sans suspense, ils sont contre, avec aussi le personnel soignant.
Et les mises en garde, d'après le Figaro ce matin, se multiplient venant du personnel soignant. Ça signifie qu'on va avoir un débat qui sera passionné, c'est bien normal, mais qui va être aussi parfois très dur. Malheureusement, je crains qu'on ne puisse pas échapper à un débat très dur. C'est un débat de société. À partir du moment où on rentre dans un débat de société, on ne va pas échapper au fait qu'il puisse y avoir effectivement des éléments, enfin, comment dire, un caractère passionné. Nous estimons qu'il faudrait qu'il y ait un caractère beaucoup plus dépassionné que ce qu'il est aujourd'hui, mais malheureusement, c'est une réalité factuelle dans notre pays, et notamment quand les religions s'en mêlent. Et vous en parliez tout à l'heure, mais je pense qu'il faut le rappeler, dans une république laïque, dans un État laïque, les religieux ont le droit de dire comme n'importe quel citoyen ce qu'ils pensent d'une loi, d'une évolution ou pas, mais ils ne sont pas là pour mettre un pistolet sur la tempe du politique, et ils doivent, excusez-moi, se passer de ces intrusions dans le politique. C'est une question publique, une question citoyenne qui ne concerne pas les religions, d'autant plus que la loi que nous demandons, elle ne leur enlève rien. Elle leur permet de dire ce qu'elles pensent, et elle permettra aux croyants de s'appliquer à eux-mêmes ce qu'ils souhaitent, mais elle n'empêchera pas à ceux qui ne suivent pas ces règles morales, d'en suivre d'autres. Donc ça, c'est un point qui me semble décisif. Merci voilà. Pierre Juston. On sera amené à se reparler de toute façon parce que ce débat évidemment restera sur le devant de la scène. Je rappelle que vous êtes administrateur de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Vous écoutez Sud